Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast basket des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour un épisode, en ce milieu de semaine. La saison NBA est terminée. Derrière nous, on a un nouveau champion avec le Thunder d'Oklahoma City. Mais on est déjà en prévision de la future saison 2025-2026. Et le premier arrêt, la première étape, c'est la draft. Vous savez très bien, si vous nous écoutez, que le premier tour de la draft aura lieu donc la nuit prochaine, dans la nuit de mercredi à jeudi, du côté de Brooklyn, c'est à 2h du matin et c'est à suivre sur les antennes de beIN Sport. Très belle couverture de la part de Rémi Reverchon, Chris Singleton et toute la team NBA Extra. Donc on vous invite à suivre ça sur beIN. Mais nous, on va quand même en parler. On en avait parlé les précédents mois, fin 2024, début 2025. Mais là, on est quand même dans le feu de l'action. Et pour m'accompagner, évidemment, il était là dans chaque épisode de la draft cette année. C'est Jules. Salut Jules. Salut Chris, salut à tous nos auditeurs. Ouais, super content d'être là. Là, ça y est, c'est cette nuit, c'est le jour J. Ça va un peu clôturer cette saison et ouais, hâte de voir ce qui va se passer. Il y a toujours des surprises à la draft, donc c'est cool. Ouais, c'est ça. Donc, on a pas mal de petites choses à aborder. On va essayer de vous proposer un format plutôt court, que vous ayez le temps de l'écouter rapidement aujourd'hui, avant les résultats de la draft et surtout du premier tour. Donc, on rappelle, c'est sur 2 soirées. Le premier tour, donc, dans la nuit de mercredi à jeudi, et le second tour le lendemain. On va s'intéresser évidemment, nous, plutôt au premier tour et aux gros noms, que ce soit américains ou français. On viendra sur Ouais. les Français un petit peu plus tard dans cette émission. Mais on va commencer, Jules, si tu veux bien. Alors, on l'avait abordé dans nos différents épisodes plusieurs fois là, durant la saison. Et là, on y est. Est-ce que Cooper Flag est le numéro 1 évident de cette draft et ira du coup du côté des Dallas Mavericks? Bon, ma réponse c'est simple, hein, c'est oui. Oui à 100%. Là, il y a vraiment plus aucun doute. On sait très bien. D'ailleurs, j'ai vu là tout à l'heure que Dallas était impressionné par le workout fait par Cooper Flag. Donc, je pense qu'ils sont bien à fond sur le sujet. Voilà, on avait fin 2024, il y avait toujours là cette fausse presque petite compétition avec Dylan Harper, mais là, c'est clairement Cooper Flag qui va être appelé en premier. Il a fait une March Madness de très haut niveau, si je me trompe pas, c'est 21 points de moyenne sur le tournoi, clairement un patron. Voilà, il y a zéro doute, il fait partie de ces joueurs dits générationnels où on sait déjà qu'ils vont être appelés en premier. Donc, comme tu l'as bien dit, Chris, c'est par Dallas qui va être appelé. C'est quand même un miracle hein, pour Dallas hein, qui s'en sortent avec le premier choix, qui sauve un peu une saison bien critiquée avec le départ de Luka. Donc, juste pour rappel, Cooper Flag, c'est un poste 4-3 on va dire. Et donc, si l'effectif reste le même, en tout cas, il va renforcer encore plus un secteur intérieur qui est déjà rempli. Ça ferait Cooper Flag, Washington, Davis, Lively et Gafford. Gafford qui a d'ailleurs prolongé il y a quelques Ouais. jours, si je ne me trompe pas. Mais ça reste quand même, enfin, moi je trouve un profil assez différent, on va dire, des autres. Il est quand même plus playmaker que PJ Washington et peut jouer bien plus au large que Lively ou Gafford. Le fit est donc plutôt bon, moi je trouve. Il y aura forcément une hype autour du potentiel duo Anthony Davis-Cooper Flag dans la raquette. Et après, la question qu'on peut se poser, Chris, c'est que va faire le front office en fait? Est-ce qu'ils vont plutôt prendre la voie d'une philosophie de jeu très assumée, où on joue grand, on joue physique, on joue dur, où là vraiment on va jouer sur notre secteur intérieur, pardon. Ou alors est-ce que potentiellement à l'été, là, ils peuvent monter un trade pour rééquilibrer l'effectif, aller chercher peut-être un extérieur plus créateur-scoreur, avec notamment la blessure de Kyrie. J'aurais plutôt tendance à partir sur ta deuxième suggestion, Ouais, possible, carrément. Bah, PJ sachant que Washington, il peut peut-être partir, voilà, effectivement, si voilà, Gafford a sachant que pour prolongé. front court, tu as cité les noms, il commence à être quand même bien conséquent, voire peut-être un peu trop. Donc il y aura certainement des choix à faire. Donc j'aurais plutôt tendance, en tout cas, on n'est pas dans le management de Dallas. Mais c'est vrai que voilà, tu aurais peut-être une préférence pour essayer d'aller voir ce que tu peux aller récupérer pour accompagner Kyrie, qui est pas tout jeune non plus, qui a aussi Les un blessures, passif de blessure. Donc voilà, c'est bien d'avoir un secteur intérieur fort, mais il faut aussi avoir une base arrière solide et en tout cas pertinente. Donc ouais, moi, c'est ça, exactement. j'irais plutôt vers là. Alors, j'avais quand même une question à te poser, un peu provocatrice, mais comme on a vu, tu l'as très bien dit tout à l'heure en introduction, qu'il y a eu le départ de Luka Doncic, personne s'y attendait, on en avait fait des montagnes à juste titre. Est-ce que pour toi,
Je vais te poser 2 questions en une, mais je pense que j'aurai quand même la réponse. Est-ce que pour toi, il y a un monde où c'est pas Cooper Flag qui est choisi par Dallas, première question. Et deuxième question, est-ce que si Dallas sélectionne Cooper Flag, est-ce qu'il le garde? Non, pour moi, il n'y a pas de monde. Déjà, pour répondre à ta première question, il n'y a aucun monde où il y a autre chose, où il y a un autre choix que Cooper Flag. Comme je t'avais dit, en plus, nous, on avait Ok, parlé à l'époque, on disait un c'est peu, ah, vrai. Dylan Harper, Dylan Harper. Que d'ailleurs, voilà, hein, pour moi, j'adore perso. Mais non, pour répondre à ta première question, et qu'il le garde, bien évidemment que oui, pour moi, avec le départ de Luka, là, ils vont reconstruire Davis à 31-32 là, si je me trompe pas. Ouais, quelque chose Et comme ça. par-ci par-là, donc il lui reste quoi? Surtout qu'il a quand même un historique de blessure, mais il lui reste 5 ans max, on va dire, à peu près, 5-6 ans, bon, grand max. Donc non, pour moi, il n'y a aucun monde où ils ne choisissent pas Cooper Flag et il n'y a aucun monde où ils ne le gardent pas. Et comme j'ai dit en début d'émission, il y a toujours des surprises, mais alors celle-là, ce serait quand même une des plus grosses surprises de la draft, hein, si ça se passait. Oh, même de l'histoire, ouais, de la Ouais, draft même et de de l'histoire de. l'histoire, Ouais, ouais, de clairement. l'histoire. Mais après, regarde, bon, je suis dans le même avis que toi, mais bon, on nous aurait dit l'année dernière à la même époque que Luka Doncic en cours de saison serait tradé. Voilà, on serait tous d'accord. Pose ta bouteille et voilà, tu vois. Donc tout est envisageable. On sait que la NBA c'est le divertissement ultime. Bon, on peut considérer aussi qu'autour de Nico Harrison et Pat Dumont, Ouais, faut pas qu'il fasse n'importe quoi 2 fois, quoi. voilà, il doit y avoir quand même quelques gars autour. Bon, tu me diras, c'est peut-être les mêmes qui lui avaient parlé de trader Luka, on n'en sait rien. Et de dire, bon, alors faites pas les cons cette fois-ci et conservez Cooper Flag. En plus, c'est vrai, et on terminera là-dessus, ça, bon, on l'utilise beaucoup, peut-être trop, mais le côté talent générationnel, tu as des drafts où tu sais, bon, tu as un numéro 1, des fois tu hésites, tu vois, sur les 2-3 premiers, et c'est des bons joueurs, mais tu sais même pas si ça va devenir des stars ou superstars. Là, tu as un mec, normalement, il est amené à devenir au moins une star, mais très certainement une superstar. Donc, tu as encore moins de raisons de ne pas le conserver dans ton effectif, sachant que je crois de ce que j'avais vu, c'est le seul joueur que Dallas a vu en, tu sais, en côté session privée, Ouais, réunion, workout. machin, voilà, Ah, c'est ça. ok, ça marche. Attends, juste dernier truc pour rebondir à ce que tu dis. Je suis d'accord avec toi, ou clairement, mais je trouve qu'il faut bien rappeler que c'est annoncé comme être un prospect générationnel. C'est-à-dire que c'est son talent, son potentiel est générationnel. Mhm. Après, on a aussi vu des joueurs annoncés de tels et qui ont, par la suite, ça a été plus compliqué. Donc, je trouve qu'il faut C'est quand vrai. même attendre de voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le profil et le potentiel futur est générationnel, ça, il n'y a aucun doute. Le joueur, on verra On par est la suite. d'accord. Bon, on mise tous les deux pour Cooper Flag sur Dallas, pas de grande surprise. Ouais, On non. verra s'il y a une dinguerie ou non, peu probable. Par contre, après, Jules, c'est là que ça devient aussi plus intéressant parce qu'on a cette suite-là où, allez, c'est un petit peu plus ouvert quand même. Tu vois, on va juste rappeler rapidement pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas le tableau de la loterie, on va pas faire tous les pics, hein, mais les premiers, donc on a Dallas en numéro 1 évidemment, les Spurs de San Antonio en choix numéro 2, donc ils drafteront après Dallas, donc ils auront tout le reste du choix, sauf Flag normalement. En troisième, tu as Philadelphie, on en parlera, on fera un petit focus sur eux tout à l'heure. En 4, tu as Charlotte, en 5, tu as Utah, etc., etc. Sachant que c'est le positionnement là, à l'heure actuelle, mercredi, début d'après-midi. On sait très bien qu'il peut y avoir des choses qui peuvent bouger à quelques heures de la draft, voire à quelques minutes, voire à quelques secondes même des pics. Donc, en tout cas, pour l'instant, c'est Dallas en 1, San Antonio en 2, Philadelphie en 3, Charlotte en 4, Utah en 5. On a parlé de Flag et de Dallas. Jules, maintenant, rapidement, on va faire plus court. San Antonio, est-ce que pour toi, c'est Dylan Harper et rien d'autre? Ou est-ce qu'il y a des possibilités, pourquoi pas, d'aller chercher un autre prospect? Parce qu'on sait qu'il y a quand même des joueurs intéressants. T'as pas que deux joueurs intéressants. Ouais, ouais, clairement, bah, dès là, on est sur une QV quand même très talentueuse, en tout cas qui s'annonce très talentueuse par rapport à ce qui était prévu l'année dernière. Pour Dylan Harper, bon, a priori, il va aller aux Spurs, hein. Sauf pas, c'est peut-être moins obvious que Cooper Flag, mais ça s'annonce quand même bien parti pour qu'il se finisse dans le Texas. Ouais. Quand même, Chris, on peut dire, c'est que tout réussit aux Spurs ces derniers temps. Ah En oui, 2 ans, il y a la draft de Wemby, la draft de Stephen Castle en 2024, où ils avaient le pick 4, si je ne me c'est trompe ça. pas,
qui finit d'ailleurs rookie de l'année. L'arrivée de Fox contre rien, ou presque rien. Et là, ils ont encore eu le pick 2 cette année, avec donc, comme je l'ai dit, l'arrivée très probable de Dylan Harper. Il est annoncé quand même comme un des joueurs les plus talentueux de la QV. Comme pour Flag à Dallas, il arrive sur un poste qui est quand même déjà bien fourni, où actuellement, à l'heure où on parle dans l'effectif, il y a encore Fox, donc Castle, le petit jeune, et Chris Paul. Même si voilà, certaines rumeurs disent déjà que Chris Paul ne devrait sans doute pas prolonger à San Antonio l'année prochaine pour laisser de la place sur le poste. Il y a eu quelques rumeurs aussi au moment, notamment de la loterie, un peu après, d'un potentiel trade incluant le pick pour récupérer Yanis Antetokounmpo, par exemple. Mais là, de ce qu'on entend, les Spurs devraient bien garder le pick et drafter Dylan Harper. On en avait parlé à l'époque. Il y a toujours un article normalement sur le site de TFA si vous voulez aller voir. Mais joueur très talentueux. Comparé, s'il arrive à son plus haut potentiel, comparé à James Harden. Donc on peut dire que San Antonio a un avenir bien radieux devant eux. Non, c'est clair. Alors, ils ont failli quand même, ils étaient quand même à, on va dire, une chance sur deux quand tu arrives entre le premier et le deuxième Ouais, à c'est clair aller d'avoir récupérer. Cooper Flag. Alors, déjà que Dallas avait 1,85% de chance d'aller récupérer le pick 1. Bon, bah, c'est encore, c'est quoi cette année? C'est Utah qui s'est fait avoir. Bon, bref, mais oui, là, c'est vrai que pour les Spurs, ils vont pas se plaindre. Mais c'est vrai que Dylan Harper ressort aussi, je te rejoins complètement. Moi, je trouve que ça peut vraiment être intéressant et complémentaire d'avoir Fox, d'avoir Castle et donc d'avoir Dylan Harper qui va pouvoir se développer dans En ce sortie de banc, ouais, je pense. microcosme San Antonio qui est peut-être la meilleure franchise pour se développer. En tout cas, c'est un endroit calme, un endroit serein, un endroit où tu sais que tu es là pour travailler et que tout se passe bien. Tu as des légendes qui viennent régulièrement pour accompagner, pour diriger ces jeunes joueurs-là. Dylan Harper, c'est un très bon joueur des deux côtés du terrain. Ça peut devenir vraiment un joueur qui peut potentiellement, pas tout de suite, mais devenir un joueur élite, de mon point de vue en tout cas, et apporter de la complémentarité et de la tenue de balle avec Stephen Castle et De'Aaron Fox, et même pourquoi pas les voir jouer parfois à 3, tu vois, Ouais, parce sur que certaines. Stephen Castle, vu son profil hyper athlétique, il peut décaler sur un Complètement. poste 3 sans souci, hein. Donc, je trouverais étonnant, sauf si après San Antonio a des raisons particulières ou a détecté des choses chez Dylan Harper que nous, on n'a pas comme info, tu vois. Mais ça serait très étonnant qu'il ne parte pas sur ce joueur-là et qu'il ne le conserve pas. C'est vrai qu'on avait eu des histoires de pourquoi pas trade avec ce pick 2 qui est quand même un pick énorme. C'est pas dans la culture Spurs non plus, tu vois, d'aller récupérer comme ça des gros noms, des superstars comme Yanis, comme tu as pu le citer. Après, on sait très bien que les choses peuvent changer et qu'il faut aussi donner du grain à moudre à Victor Wembanyama qui ne va pas patienter 10 ans avant de déjà de découvrir les playoffs et ensuite d'arriver haut en playoffs. Mais avec un profil comme Dylan Harper, en tout cas, tu te rajoutes une marche supplémentaire, je trouve. Bah, tu gravis une marche supplémentaire dans le côté devenir un poil à gratter dans la conférence Ouest, si ce n'était pas déjà le cas l'année dernière. On sait que ça a été compliqué avec la thrombose pour Wemby, mais ils avaient montré des belles choses les Spurs l'année dernière déjà. Ouais, je suis d'accord. Après, à voir aussi ce qu'ils font. Est-ce qu'ils veulent Antetokounmpo? Est-ce qu'ils veulent... je sais pas. Moi, personnellement, je serais pour laisser développer les jeunes, hein. Je trouve qu'il y a le temps. Donc, là, ils ont déjà du temps. Il Mais y a le temps, mais on sait qu'ils ont voulu faire KD. Et ça s'est pas fait. Moi, je suis content, perso. Et ils l'ont pas tant fait que ça finalement pour Kevin ouais, non, Durant finalement, quand même. ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'était plus KD aussi KD qui voulait. Mais les Spurs, C'est c'est vrai que ça. de leur côté. Mais non, non, moi je serais pour garder tout le monde personnellement et voir ce que ça donne. Et je suis d'accord, quand il laisser Diane Harper se développer, que là après le backcourt avec ces trois-là, comme tu dis, peut devenir très compétitif. Ça peut être sympa. Bon, voilà pour les Spurs. Sujet important, voilà, qu'il faut aborder, c'est le pick numéro 3, c'est le cas des Sixers. On sait que Philadelphie Ouais, s'en est très très bien sorti. Bon, saison, ah, c'est clair. saison à oublier, tu vois, en termes de bilan collectif, de jeu sur le parquet, de joueurs présents et surtout de joueurs absents. Mais en tout cas, ils se retrouvent pour une équipe qui n'était pas non plus dans les bas-fonds, tu vois, en termes de classement, qui se retrouve avec le pick numéro 3. Il y a, comme on disait tout à l'heure, une draft avec pas mal de noms intéressants. Donc là, ils vont avoir le choix. Ils auront très certainement tous les choix sauf Flag et Harper. Plusieurs questions sur le cas Sixers. On en parlait, Jules, en off hier. De mon point de vue,
Moi, je pense que Philadelphie va faire quelque chose avec ce pick 3, soit le trade, ou soit faire des trucs de. Tu vois, alors, j'ai pas les noms exacts en anglais, vous m'excuserez, mais tu vas voir une équipe et dire ok, bah, tu vois, je te laisse le pick 3, mais moi, je vais prendre ton pick, ton ceci, ton cela. Tu vas faire des mouvements. Hmm. Je Tu les penses que vois c'est pas. possible? Vas-y, pardon. Ouais, non, non, mais je les vois pas. Bah, après, je peux me tromper. Voilà, ça arrive, hein. Mais je les vois pas choisir un joueur et tu vois le conserver et le voir en fait aux entraînements d'été et démarrer la saison avec, alors que ce soit S. Bailey, Edgecombe, Knuppel, pourquoi pas. Je vois les Sixers faire du mouvement autour de ce pick 3. Mais toi, tu penses que du coup, on peut potentiellement avoir un package avec le pick 3 et peut-être Paul George. J'avais vu que Paul George était aussi peut-être dans des rumeurs. Ouais, Euh, après, peut-être, après, je t'avoue, j'ai pas regardé tout ce qui est masse salariale. On sait que Paul George, blessure, âge vieillissant, joueur qui coûte cher. Donc, après, il faut arriver. Alors, c'est vrai que si tu as le pick 3, tu peux arriver à refourguer, entre guillemets, un contrat aussi pourri que celui de Paul George. Ouais, Parce que ouais. du coup, tu sais que derrière, tu as, un gros joueur à aller drafter. Mais quelle que soit l'issue, je sais pas ce que tu en penses, toi, Jules, et je te laisse la main. Je vois pas Philadelphie conserver son choix ou en tout cas conserver le joueur. Tu vois. Ouais, je sais pas. En vrai, c'est un. Bon, là, clairement, par rapport aux deux premiers choix, c'est, je pense, le choix le plus indécis. Que vont faire les Sixers? Donc, comme tu as dit, il y a plusieurs possibilités, plusieurs joueurs qui reviennent. Ace Bailey, donc on avait déjà parlé, qui est un joueur très prometteur, hyper talentueux. Mais après, est-ce qu'il va vraiment être fiable à l'avenir à voir? Edgecombe, comme tu dis, qui était à Baylor cette année. Je suis pas sûr qu'on en avait parlé de lui. J'ai vu nos amis de Trash Talk qui avaient fait un peu un post où, sur chaque prospect, quel joueur pouvait-il devenir au plus haut, au plus bas dans les comparaisons. Et au plus haut pour Edgecombe, c'était Dwayne Wade, donc joueur très athlétique, slasher, pour vous donner un peu le Mhm. profil, même s'il y a des questionnements sur son tir. Donc, et après, la troisième, donc il y a ces deux-là qui reviennent pas mal. Et après, comme tu l'as dit, ce serait monter un trade potentiellement autour du pic. Plusieurs rumeurs à ce sujet, mais pour moi, surtout là, les Sixers, c'est peut-être la franchise, en tout cas, qui a le plus gros coup à jouer. Moi, personnellement, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, j'avoue, mais en tout cas, je ne suis pas GM, donc j'ai pas cette responsabilité sur le dos. Par contre, les GM, là, ils ont pour moi, ils ont la pression parce qu'après une saison cata comme ça, Paul George qui n'arrête pas d'être blessé, Embiid qui n'arrête pas d'être blessé. Tyrese Maxey, qui est quand même un jeune joueur très talentueux, ou peut-être on pourrait se dire que c'est sur lui qu'on compte à l'avenir, bah, va falloir bien l'entourer et donc va falloir faire le bon choix pour pas regretter dans quelques années pour Philadelphie. Ah bah, clairement, ils ont une chance unique là de pouvoir choisir d'avoir un pick 3 en tout cas. Donc ils le gardent pas, ils font des packages ou pas, ça c'est eux qui décideront. Mais en tout cas, ils ont vraiment une chance énorme et il faut pas se louper, comme tu le dis très bien. Alors, juste un petit truc que moi j'ai vu passer là en allant un petit peu glaner des infos sur les sites ricains. Je sais pas si tu as vu passer ça autour d'Edgecombe. La session qu'il aurait fait avec Philadelphie, ça aurait été un petit peu compliqué sur le terrain, c'est-à-dire qu'il aurait semblé un petit peu tendu lors de l'entraînement, on va dire ça comme ça, ou de ce qu'il devait montrer sur le parquet. Par contre, les échanges, tu sais, l'interview avec le management, ce serait plutôt bien passé. Mais donc à voir, parce que si le mec, sur ce qu'il a montré en tant qu'athlète, ça a été un peu compliqué, on n'est pas dans les coulisses, mais en tout cas c'est ce qui est ressorti en particulier sur le site de The Athletic, ESPN aussi qui en a parlé. Voilà, faut voir parce qu'on sait que bah, ça reste des décisions humaines et que ça se marre. Tu as évidemment des mecs qui te suivent toute la saison, tu as maintenant des scouts partout qui observent tout, mais ça marche au feeling aussi. Et j'ai trouvé ça étonnant de souligner ça, le côté un petit peu compliqué pour le joueur sur la session basket, on va dire pure. Donc à voir, est-ce que ça peut pas refroidir un peu Philadelphie ou non? On verra bien. Mais le cas Philadelphie est vraiment très très intéressant à suivre. Moi j'ai presque envie de te dire, c'est à partir de là que l'effet domino va se faire pour les autres équipes. Tu vois? Ouais, 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 clairement. Bon, de toute façon, on Bien sûr, verra bien ce qui se passera pour Spectre 3. En tout cas, là, c'est intéressant. Là, il y a des vraies questions. c'est clair. Donc on va pas balayer les autres picks, donc du Charlotte, du Utah, du Washington, Pelicans, Brooklyn, juste pour info, hein, qui à l'heure actuelle, Brooklyn a 5
Ouais, 5 pics dans le premier tour, ce qui est énorme. Donc c'est aussi très probable que Brooklyn bouge. Là, ils ont récupéré un pic avec le trade de Porzingis à Atlanta. On va pas tout vous faire le truc, mais ils se sont greffés, ils ont récupéré un pic. Donc là, ils ont 5 premiers tours, en tout cas dans le top 30. Donc c'est sûr que Brooklyn va faire des packages. Je vois pas un monde, Jules, rapidement en 2 mots, où Brooklyn va drafter 5 jeunes joueurs. Tu vois. Non, effectivement, je pense pas. Peut-être qu'ils peuvent justement ouais, faire une. Après, la Brooklyn est quand même en reconstruction, donc Ouais. soit, soit, je sais pas, soit monter un package pour un trade, ou alors monter un package où, par exemple, je sais pas, on donne 2 picks à telle équipe et on monte plus haut dans la draft. Ça, il y en a beaucoup qui font ça aussi. Ouais, c'est ça. Donc ça, ouais, pourquoi pas. À voir. Bon. Le premier pick de Brooklyn, c'est le numéro 8, hein, tiens, pour info. Donc voilà. Donc le reste du déroulé, on ne va pas vous le proposer là. Et de toute façon, c'est trop aléatoire à partir d'un certain moment. Mais ce qu'on pourrait aborder, Jules, et on va conclure là-dessus, on va faire un bon morceau, c'est autour des Français quand même. Parce on en avait parlé, nous, dans les épisodes qu'on a pu faire ensemble. On a plusieurs Français qui ont brillé toute la saison dans leur équipe respective, dans leur championnat respectif, qui ont attiré les spotlights déjà au mois de novembre, décembre, janvier. Rappelle-toi, on avait déjà abordé des cas de joueurs français. Là, on y arrive. Je te laisse la main un petit peu sur ce que tu envisages ou sur ce que tu as lu, vu autour de nos Frenchies pour cette draft 2025. Ouais, bah les Français, ils sont encore bien présents cette année, Chris. On serait sur 5 Français potentiels au premier tour, c'est quand même énorme, mais qui sont, on voit, pas dans la même dynamique. On a Noah Essengue qui a bien monté dans les mocks par rapport au début de l'année. En début d'année, il était, bah, quand on en avait parlé, d'ailleurs, on avait fait son profil. Oui. Il était annoncé top 20, un truc comme ça. Là, il y a plusieurs. Il est invité dans la green room, pardon. Et il y a plusieurs mocks qu'il annonce dans le top 10, vers le pic 8, 9, etc. Donc, c'est quand même une belle progression pour Noah Essengue. On mise sur un potentiel qui peut énormément progresser à l'avenir. Là, ce que je parlais sur le poste de Trash Talk, sur sa comparaison la plus haute, ça serait Pascal Siakam. Donc là, c'est vrai qu'actuellement, Noah Essengue est un très bon défenseur, slasher. Il faut qu'il fasse encore des progrès au tir, mais justement, il a quand même un physique assez hors norme et on mise sur le fait qu'il peut bien se développer. D'ailleurs, j'ai vu passer tout à l'heure qu'en ce moment, il joue donc la finale de la BBL avec son équipe de Ulm en En Allemagne Allemagne, ouais. et qu'il a arrêté la finale pour venir à la draft. Donc, Voilà. ce qui est quand même pas commun, on va dire, je trouve. Et il doit avoir des quasi-certitudes de management lui disant qu'il va être piqué haut. Oui, voilà, c'est ça. Mais donc, en tout cas, je pense que ça va être un grand moment pour Noah et Sengue cette nuit. Par contre, pour Noah et Sengue, c'est un peu le sens inverse. C'est quand même une grosse chute. Il est invité aussi dans la Green Room, mais annoncé top 20-25, voire Ah, même toute fin de premier tour. Nolan Euh, Traoré, tu veux dire? Nolan Traoré, pardon, j'ai dit quoi? Bah, t'as redit Noah Sengue, mais Ah, t'inquiète. Je pense que les excuse-moi, gens non, avaient compris. Nolan Traoré, donc, le meneur de Saint-Quentin. Donc, comme j'ai dit, qui est donc invité aussi dans la Green Room, mais qui est voilà, plus annoncé en fin de premier tour, alors que, quand même, hein, pour rappel, l'année dernière, l'été dernier, il était annoncé top 3. Donc, il y a quand même une grosse chute. C'est toujours ces difficultés au niveau du tir extérieur, son pourcentage de tir, etc., qui fait question pour un meneur dans la NBA actuelle. On a vu qu'il avait quand même de grandes chances d'être drafté par les Nets, qui avaient le pic 19 et 26, si je me trompe pas. Bon, après, à voir ce que les Nets font, comme tu l'as dit, C'est ça. comme tu l'as très bien dit, Chris. Mais du coup, s'il tombe dans une équipe comme ça, moi, je trouverais ça mieux que de tomber directement chez un contender, parce qu'il pourra potentiellement avoir du temps de jeu et montrer aussi de quoi il est capable, que peut-être les gens ont eu le tort de peut-être le sous-estimer actuellement, je sais pas. Et enfin, donc j'ai dit, là on a parlé des 2 Français, les 2 Français qui étaient les plus hauts au début de l'année, mais il y a encore 3 autres Français qui peuvent être appelés au premier tour. Les pivots Johan Béringer, je ne Ouais. sais pas si ça se prononce comme ça, je pense, et Maxime Reynaud. Donc Johan Béringer qui joue pardon, en Slovénie. Et Maxime, qui peut d'ailleurs être annoncé assez haut, lui aussi Ah oui. ça pourrait être un lottery pick. Ça, c'est assez variable quand même. C'est pareil, c'est un pivot très athlétique, talent brut. Et il est annoncé de la place 12 à 28 selon les mocks. Donc c'est assez large, mais il peut potentiellement être dans la loterie. Et Maxime Reynaud, le pivot de Stanford qui a cartonné
en NCAA, et aussi Noah Penda, donc lui qui a annoncé un peu plus bas, mais qui fin de premier tour, début de second C'est tour, ça. mais donc potentiellement un premier tour aussi, qui est le poste 3-4 du Mans. Donc il y a encore une belle cuvée qui s'annonce pour nos Français, et je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça super cool perso. Non, non, ouais, tu as été plutôt complet. 4 joueurs dans le top 30, c'est quasi assuré. 5, ça va beaucoup dépendre, je pense, autour de Noah Penda. Ouais, c'est ça. Ça tourne bordure top 30 pour quelques mock drafts simulés là aux États-Unis. Euh, Attention à la bonne surprise du côté de Johan Béringer, on va dire ça, j'espère qu'on ne se trompe pas sur la prononciation, sinon on s'en excuse, qui est quand même, comme tu dis, alors The Athletic, ESPN, qui sont quand même des références, le mettent en loterie, donc c'est dans les 14 premiers choix, dans la fin de la loterie, mais dans la loterie quand même. Et c'est vraiment un joueur talentueux qui a bien percé là, qui a fait une belle saison du côté de Ljubljana en Slovénie, et, euh, et qui même pour certains observateurs serait peut-être dans les meilleurs intérieurs en termes de mobilité de cette cuvée de draft tout réuni. Donc ça pourrait vraiment intéresser des équipes, des franchises qui recherchent un joueur jeune, athlétique, mobile, intérieur qui peut proposer des belles choses, avec un gros potentiel des deux côtés du terrain. Donc moi je mettrais une pièce sur sur Johan, allez, ouais, loterie sûre et même pourquoi pas un top 10, tu vois. On sait toujours que tu as des joueurs qui vont monter, d'autres qui vont descendre. Et comme je t'ai dit, après les 2-3 premiers choix, c'est assez éclectique quand même les possibilités pour les équipes. Et un intérieur comme Johan, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup dans cette draft-là. Donc, moi, je mettrais une bonne pièce sur lui. Et après, ouais, Nolan Traoré, ça sera certainement plus bas. Et Maxime Reynaud aussi, normalement, à la fin du top 30. Et voilà. Et on verra pour Noah Penda. Mais allez, 4 joueurs sur 5, on espère. Et pour terminer, ouais, j'espère que pour Noah Sengue, il tombera dans une bonne équipe, tu vois, ou en tout cas une équipe avec un projet de reconstruction ou un projet qui est en train de se faire et pas dans une équipe, on va pas la citer, Charlotte par exemple, où il se passe pas grand chose. Tu vois, une équipe comme Washington, je te dis pas que je veux qu'il aille là-bas, Mhm. mais quand on voit le travail qui est fait par les Wizards actuellement pour essayer de reconstruire une équipe cohérente et correcte, je trouve que c'est plutôt intéressant et c'est typiquement voilà ce genre de franchise où j'aimerais bien qu'il aille et pas dans tu sais il y a 3 4 5 franchises, tu vois, genre on voit en choix numéro 7 par exemple tu as les Pelicans, tu vois. Ouais. En choix numéro 5 tu as Utah, en choix numéro 4 tu as Charlotte. Bon là c'est très haut. Ça m'embêterait pour lui qu'il soit dans ces choix-là. Après Charlotte Utah, je pense pas, mais un Pelicans en 7, ça serait dommage qu'il tombe là-dedans parce que bah, les Pelicans, qu'est-ce que tu veux faire, c'est cata, tu vois. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Non, oui, ça va. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce Je qu'on sait pense que que. on sait que pour ces jeunes joueurs-là, qu'ils soient français ou non, hein, mais nous là on parle des Français et on a un affect particulier, faut tomber au bon endroit au bon moment. Sinon en fait t'as pas de temps de jeu, tu peux pas te développer et malheureusement c'est ce qui arrive à beaucoup trop de joueurs internationaux ou français et donc c'est vraiment important de tomber dans une franchise qui est dans un bon mood en termes de projet, tu vois. Moi, je pense que vers le pic 8-9, là, Brooklyn-Toronto, C'est pas mal. il tombera vers là, et je trouve pas que c'est des franchises. Les Raptors, moi, ça me va perso. Je Ouais, même trouverais ça assez Brooklyn, on bien. disait là Bah, pour Nolan Traoré, ouais, qui ont les pics plus à voir, comme tu dis, mais ce qu'ils font, mais je trouve que ce serait bien que ces joueurs-là tombent dans une franchise où ils peuvent jouer. C'est un peu ce qu'on a vu là avec Ousmane Dieng, qui est peut-être un joueur NBA ready pour jouer dans une équipe bas de tableau le temps qu'il se développe, mais que vu qu'il est chez OKC, il n'a pas une minute, quoi. Donc j'aimerais bien que ces joueurs-là tombent dans un projet où ils peuvent jouer. exactement, exactement. Donc voilà, donc on va encore avoir des Français là qui vont être choisis, en tout cas dans cette première soirée de la draft, 4 ou 5. On rappelle, c'est donc cette nuit, dans la nuit de mercredi à jeudi pardon, 2 heures du matin, en direct sur Beansport pour suivre ce premier tour. Le deuxième tour aura lieu le lendemain. Je suis pas sûr qu'il soit diffusé le deuxième tour, mais bon, qu'importe. En tout cas, le premier tour, celui qui intéresse le plus de monde, ce sera cette nuit. Le second tour était hype l'année dernière parce que C'est vrai, Bronny James, mais c'est là, vrai, je c'est pense vrai. que cette année, ça va être. Ouais. Ça passera un petit peu plus. On ira voir évidemment parce que tu as toujours
des équipes qui vont aller te choisir des mecs et tu te dis ah ouais c'est potentiellement un bon coup et après on voit dans l'avenir qu'en fait ouais ils ont été choper des bons gars. Et ça c'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas on va suivre ça et on vous proposera très certainement la semaine prochaine on fera un petit retour sur cette draft, un petit peu ce qu'on en a pensé parce qu'on aura eu les retours. Donc on pourra en discuter, voir ce qu'a fait Philadelphie. Est-ce que Dallas a fait une dinguerie avec Cooper Flag? Combien de Français, où ont-ils été situés? Donc oui, Exactement. J'aimerais juste finir par vas-y. une mention très rapide sur Conk-Nepal. On en avait parlé à l'époque et qui a grimpé énormément dans les mocks. Il était quand même top 10-15 à l'époque. Et là, il est annoncé top 5. On l'a vu top 4 Oui. dans plusieurs mock drafts, dû notamment à une excellente March Madness, où c'était clairement le meilleur joueur avec Cooper Flag. Moi, j'ai regardé pas mal de matchs de leur March Madness et c'est vrai que j'étais impressionné. Pas sûr, comme je l'avais dit à l'époque, qu'il devenait une superstar, mais c'est peut-être un des joueurs les plus fiables de cette QV qui se donne pour son équipe. Là, je voyais avec Duke, il est vraiment au service du collectif et ça montre vraiment l'importance des winning players, comme un peu il y a Holiday, Caruso qui ont été champions récemment et content que ce type de joueur soit haut. Voilà. Ouais, t'as raison. Et c'est vrai qu'il est, ouais, il est bien remonté. Bon, après, c'est vrai que s'il tombe à Charlotte ou à Utah, Ouais, bon, non, hein, pas ouf, mais bon, peut-être il sera trade un jour. voilà. Oui, on sait que, en tout cas, pour Charlotte, avec ce pick 4, il y a eu pas mal de discussions pour de potentiels échanges ou des mouvements avec ce choix-là. Donc, bon, à voir. Mais tu as raison de le noter, de le signaler, en tout cas. Donc, voilà pour ce petit tour autour de cette draft premier tour 2025. Vous aurez les éléments sur le site de The Playoff aussi, évidemment, si ça vous intéresse de creuser davantage tout ça. Et c'est en fait un petit peu le début de la future saison là, qui se joue Ouais, pour pas c'est mal ça. de franchises. Donc c'est Ça toujours un clôture la élément. fin de celle-là et c'est directement le début de l'autre, exactement. C'est clair. Et quand on voit que là, on a un début de free agency qui bouge un petit peu dans tous les sens entre Kevin Durant, Kristaps Porzingis, Drew Holiday, Desmond Bane, bon, tu te dis que ça va continuer à bouger et que la soirée risque d'être animée du côté des managements et du côté de Brooklyn en particulier, vu que cette draft, évidemment, se déroule au Barclays Center. Clairement. Bon, le tour est fait. Merci Jules, en tout cas. Merci Chris, c'était sympa. À bientôt. Yes, on se retrouve Au très revoir. vite, évidemment, pour Bonne parler de la journée à draft. tous et bonne draft. Bah oui, évidemment. On se retrouvera donc pour parler de la draft ou pour d'autres choses. On vous rappelle, hein, la NBA, la saison est terminée, mais des épisodes de N1, vous en aurez pendant tout l'été. Donc, on reviendra sur la draft, on fera un point sur la free agency et on aura des épisodes un petit peu plus chill pendant l'été. On abordera ça avec vous le moment venu. La WNBA également, tous les débuts de semaine autour du basket féminin et tous les autres podcasts, évidemment, sur l'antenne de The Playoff. On vous souhaite une très bonne après-midi à vous, très bonne soirée, très bonne draft. On se retrouve très vite. Allez, Au ciao! revoir.